Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de mise au point concernant toutes les questions que vous me posez depuis quelques jours sous mes vidéos ou à mon secrétariat concernant ce qui se passe au niveau de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, dont j'ai été administrateur pendant quelques semaines, pour laquelle j'ai fait un appel de dons. Et si vous avez suivi au Québec tout le déferlement de messages sur les réseaux sociaux, vous êtes en droit effectivement de vous poser des questions, surtout si vous avez connu cette fondation par mon intermédiaire. Ça s'adresse aussi à tous ceux qui ont répondu à mon appel en donnant de l'argent à cette fondation, puisque pour l'instant c'est le foutoir et le bordel, le foutoir et le bordel, le foutoir et le bordel. Alors, pourquoi est-ce que j'ai gardé le silence aussi longtemps? J'ai rejoint donc la fondation le 25 mai 2020 et j'ai présenté ma démission au conseil d'administration, dont je faisais partie évidemment, le 24 juin 2020, c'est-à-dire exactement 30 jours plus tard, et cette démission a été actée officiellement le 30 juin. Bien. Pourquoi est-ce que j'ai gardé le silence depuis le 24 juin jusque aujourd'hui, dimanche 12 juillet, même si je sais que un certain nombre d'informations étaient contradictoires, étaient floues, étaient inquiétantes de votre point de vue. Elles ne l'étaient pas moins pour moi, évidemment. On lave son linge sale en famille et pas en public. C'est quand une crise apparaît que la véritable nature des acteurs en présence se révèle. Les déclarations intempestives des uns et des autres, où tout le monde a commencé à se taper sur la gueule, tout le monde a commencé à accuser les autres d'avoir fait les pires choses ou de ne pas avoir fait les choses, qu'il s'agisse de Stéphane Blais, le président, qu'il s'agisse de Caroline Mayou, la directrice générale et administratrice, qu'il s'agisse de Maître Bertrand, qui a laissé tomber la fondation depuis le 6 juillet, qu'il s'agisse des autres personnes qui participaient régulièrement aux réunions internes de la Fondation. Et de jour en jour, j'ai découvert des choses que j'ignorais et que j'ai complètement ignorées pendant les 4 semaines où j'ai participé aux réunions de conseil d'administration. Donc on pourrait rapprocher ce qui s'est passé dans le conseil d'administration à la série américaine Dallas, avec des mensonges, des trahisons, des duplicités, des doubles jeux, des comportements incontrôlés, incontrôlables sur le plan émotionnel dans tous les sens. On pourrait aussi rapprocher ce qui s'est passé dans la fondation du célèbre roman d'Hervé Bazin, Nid de vipères. J'ai eu besoin de tout ce temps pour me faire une opinion de est-ce qu'il y avait encore quelque chose qui pouvait être sauvé au niveau de cette fondation. Je ne vous le cache pas, j'en doute. J'ai des doutes véritables. Déballage indécent, indélicat, inélégant entre les acteurs principaux de la fondation, à savoir Stéphane Blais, Caroline Mayou et Maître Guy Bertrand. Moi, ce que j'entends là pour l'instant, à travers les comportements des 3 personnes que je vous ai citées, ce sont des agendas personnels, ce sont des égos qui sont blessés et qui sont en train de chacun essayer de tirer les marrons du feu pour ne pas déplaire au public. Il y a de l'argent qui a été donné dans cette fondation et que pour l'instant cet argent me paraît assez mal utilisé pour des causes qui ont peu de chances d'aboutir et vont coûter des millions et vont durer surtout des années et des années alors que nous sommes en situation d'urgence. J'avais d'abord accepté un poste d'administrateur à titre intérimaire pour dépanner
le temps qu'on trouve un autre administrateur en remplacement du docteur Mario Beauregard. D'ailleurs, vous avez à l'écran la lettre officielle envoyée par Caroline Mayou le 26 mai dernier qui spécifie effectivement que Jean-Jacques Crèvecoeur remplace à titre intérimaire le docteur Mario Beauregard. Donc en fait, moi, c'était très clair dès le départ que je n'étais qu'un intérim, juste pour qu'il n'y ait pas un sous-nombre au niveau du conseil d'administration. Point. C'était extrêmement chronophage, ça me prenait énormément de temps, énormément de réunions chaque semaine, et pendant ce temps-là, eh bien, le travail principal pour lequel je m'étais rapproché de la Fondation, qui était d'animer et de coordonner des groupes de scientifiques, eh bien, ce travail a pris du retard à cause de cela. Les réunions internes étaient des réunions chaotiques comme je n'ai jamais vécu cela de ma vie, et pourtant j'en ai vécu des centaines et des centaines de réunions. J'ai animé des centaines de réunions. Je n'ai jamais vécu des relations interpersonnelles aussi chaotiques, aussi inefficaces, où personne n'écoutait personne, tout le monde interrompait tout le monde dans ces réunions. Enfin bref, c'était... là aussi, j'ai vraiment eu le sentiment de perdre mon temps et mon énergie pour quelque chose qui était mais vraiment bordélique. Je me suis trouvé mis à plusieurs reprises devant le fait accompli de décisions qui étaient prises par une personne et où j'étais juste là en disant bon ben voilà, où l'événement avait eu lieu, où l'acte avait été posé, et puis le lendemain ou le surlendemain, je découvrais que quelque chose avait été fait sans l'approbation du conseil d'administration. Donc moi, ce n'est pas ma conception d'un conseil d'administration. À partir du moment où c'est une seule personne, en l'occurrence Stéphane Blais, qui prenait toutes les décisions et tous les engagements, prenait des initiatives, et que nous étions mis au courant systématiquement après coup, je ne voyais pas à quoi pouvait servir ma présence dans le conseil d'administration. La dernière raison pour laquelle j'ai démissionné, c'est que j'ai entendu dire par maître Guy Bertrand que, en tant qu'administrateur d'une fondation qui poursuit quelqu'un, en l'occurrence ici le gouvernement du Québec, en justice, je n'avais plus le droit de poser des actes illégaux, personnellement. Parce que, en posant des actes illégaux, je déforçais la cause au moment où il y aurait eu une plaidoirie. Or, l'acte illégal que j'ai posé et que je continuerai à poser, c'était d'appeler les gens à la désobéissance civile non violente. J'ai annoncé aussi que j'avais décidé d'arrêter de payer mes impôts. C'est la première fois de ma vie où je ne payerai pas mes impôts et où je ne payerai plus mes impôts personnels. Donc, je posais un certain nombre d'actes illégaux qui me paraissent être dictés par ma conscience, mais à partir du moment où ces actes illégaux devenaient un obstacle aux chances de réussite de la cause portée par la Fondation, par l'intermédiaire de son avocat, enfin du cabinet d'avocats, eh bien, pour moi, c'était clair que, à choisir, je préférais reprendre ma liberté de parole, ma liberté d'action, parce que je sais que je vais continuer à poser des actes illégaux. Voilà. Quand j'ai vu que, de toute façon, je perdais mon temps et je perdais ma liberté de parole, eh bien, j'ai précipité. Dans le déballage public, il a été fait mention aussi que j'ai reçu de l'argent de la Fondation. Alors oui, je confirme que j'ai reçu 1000 $ par semaine pendant 5 semaines. En fait, ce n'est pas moi qui ai reçu ces 1000 $, c'est ma société commerciale, Émergence Internationale. Donc il y a une facture pour les 5 semaines de travail. Mais en fait, c'est pas une facture de rémunération, c'est une facture de compensation pour le manque à gagner que subit ma société commerciale pendant que j'investissais du temps
dans la fondation. L'idée est venue au départ de Stéphane Blais qui lui disait que au niveau de son cabinet de comptabilité, il y avait un manque à gagner du fait qu'il était très investi dans la fondation et qu'il ne voyait pas pourquoi ma société ne pourrait pas bénéficier d'une compensation de 1 000 $ par semaine, 1 000 $ forfaitaires, en compensation du fait que je m'occupe moins de mes affaires pour l'instant. Pour ceux qui voudraient faire mes comptes, et je sais qu'il y en a certains qui ne manqueront pas de le faire, je salue au passage toute la meute réunie autour de cette charmante demoiselle qui s'appelle Aude. Donc je sais que vous vous reconnaîtrez, cette meute de 30 à 50 personnes qui sont en train de s'acharner sur mon cas pour essayer de me déférer un jour devant un juge pour exercice illégal de la médecine et pour toute une série de choses horribles. Alors je vous souhaite bonne chance parce que il faudra vous lever tôt pour trouver quelque chose d'illégal que j'aurais fait dans ce domaine-là. Mais je sais que vous m'écoutez attentivement, que vous prenez des notes. J'espère que vous êtes honnête intellectuellement, que pendant la même période, ma société a perdu un chiffre d'affaires de 60 000 $ puisque tous les mois, depuis le mois de janvier, on a fait un chiffre d'affaires entre 100 et 120 000 $. Et le mois où j'étais investi dans la fondation, nous avons fait un chiffre d'affaires de 60 000 $. Donc, j'ai eu une compensation, enfin la société a eu une compensation de 5 000 $, mais un manque à gagner de 60 000 $. Ça va? Donc, si vous voulez être objectif et complet dans votre information, n'allez pas dire que Crèvecoeur a reçu 5 000 $, dites plutôt que Crèvecoeur a perdu un chiffre d'affaires de 55 000 $, ce serait plus honnête. Vous êtes nombreux à me demander, mais quel est l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de la fondation? Eh bien, très honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil. Je sais que tout simplement, il y a 3 personnes qui sont en train de s'entre-déchirer. Stéphane Blais, Caroline Mayou et Guy Bertrand, qui pourtant ne devraient plus être présents dans le décor. Et on peut se demander quelles sont les motivations de Guy Bertrand à intervenir encore dans le décor alors qu'il devrait fermer sa grande trappe. Est-ce que j'ai encore confiance dans l'avenir de la fondation? Pour l'instant, non, je n'ai pas confiance. D'ailleurs, je n'ai plus confiance en aucune des personnes que j'ai fréquentées au sein de la fondation. Aucune. Je n'ai pas confiance dans le fait que les stratégies juridiques qui ont été mises en place, que ce soit par Maître Bertrand, que ce soit par Maître Galati, ont des chances d'aboutir à court terme. J'ai eu un choc le 8 juin dernier, lorsque j'ai rencontré Maître Bertrand pour la première fois, quand j'ai appris que on s'embarquait pour une procédure de minimum 3 ans, qui allait coûter entre 2 et 3 millions de $, alors que ce qu'on m'avait vendu et la raison pour laquelle j'avais rejoint la fondation, c'était qu'on allait faire des actions rapides, des actions en référé, des injonctions pour stopper la folie dictatoriale du gouvernement québécois. Donc pour l'instant, moi, j'attends de voir comment ils vont se démerder avec ça. Mais ça me fait chier. Et je vous le dis très clairement, ça me fait chier parce que j'ai engagé ma crédibilité, j'ai engagé ma notoriété et j'ai fait confiance dans des gens et ce n'est qu'au fil des semaines que j'ai commencé à trouver bizarre certaines choses. Donc chaque fois que j'ai trouvé quelque chose de bizarre, j'ai réclamé tout de suite d'avoir des preuves et je ne les ai pas obtenues. Ou je les ai obtenues bien trop tard. Et là, je suis en dehors d'une fondation qui a encore dans ses caisses à peu près 200-250 000 $. Et pour l'instant, je n'ai plus accès à cet argent, alors que j'aimerais avoir accès à cet argent pour payer les scientifiques qui vont travailler avec moi. Vous pouvez vous considérer comme préjudicié de la somme que vous avez versée, que ce soit 50 $, 100 $, 500 $, 1000 $, 50 €, 100 €, enfin je ne sais pas combien vous avez versé. Mais je ne sais surtout pas ce qui va advenir de cet argent. Est-ce que cet argent va continuer à servir à alimenter des causes dont on ne verra pas le bout dans les 3 à 5 ans qui viennent? Est-ce que c'est à ça que ça va servir?
Alors la seule promesse que je peux vous faire, c'est que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer une partie de cet argent qui est venu par l'intermédiaire de ma communauté. Je vous inviterai déjà à écouter la vidéo de mon ami Claude Gélinas, ou Gélina, je ne sais pas comment on prononce, si c'est Gélina ou Gélinas. Il parle de ce qui s'est passé dans la fondation et il invite les citoyens à reprendre leur pouvoir et à reprendre leur destinée en main. Et pour moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé actuellement. Et c'est pas les 5 000 $ que j'ai reçus de la fondation qui font une différence dans un chiffre d'affaires qui se situe entre 1 et 2 millions de dollars par an. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que je réponds à vos questions. Et de toute façon, je reviendrai encore sur cette thématique de la fondation quand d'autres vérités se seront révélées à travers les incohérences et à travers les actes de chacun des acteurs de cette saga. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler à nouveau de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Et vous serez probablement surpris de me voir en compagnie de Stéphane Blais, puisque vous avez entendu certains propos de ma part récemment, où je disais que j'avais quitté la Fondation et que je n'avais plus confiance en personne. Et vous avez entendu probablement Stéphane aussi tenir quelques propos à mon égard et à l'égard de plusieurs membres de la Fondation. Alors, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi vous nous voyez ensemble, Stéphane Blais et Jean-Jacques Redker, pour vous faire ce petit, je dirais, cette petite communication. Je vais commencer, Stéphane va continuer. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de mise au point que j'ai publiée le 13 juillet, pour moi, je restais absolument centré sur la cause et sur ce qui avait fait que j'avais rejoint la Fondation. Mais j'étais déçu, de la manière dont la Fondation fonctionnait en interne, et j'étais déçu aussi de découvrir que finalement la cause défendue par Maître Bertrand allait durer 2-3 ans de plaidoirie, alors qu'il y avait urgence. Comme j'étais resté attaché à la cause, eh bien, il y a eu des contacts qui se sont faits avec Stéphane, parce que je trouvais que si des choses pouvaient changer au niveau de la Fondation en termes de rapidité et en termes de collaboration, eh bien, moi, j'étais prêt à continuer à travailler pour ça. Donc, Stéphane, moi, je te laisse dire pourquoi toi, tu acceptes de continuer à travailler avec moi et dans quelles conditions ça va se faire. Très bien. Alors, juste pour vous dire, là, on fait juste un petit topo. Après ça, on va passer dans le vif du sujet. Je sais que vous avez hâte qu'on parle des masques, qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer qu'au départ, là, moi et Jean-Jacques, on était sur la même longueur d'onde et on l'est toujours. Il y a des points communs. Il ne faut pas oublier là, sur notre activisme. Nous sommes, des gens qui comprenons l'importance de la désobéissance civile comme concept lorsque le timing est arrivé. Pas la désobéissance en tout temps. Lorsque le timing et que l'événement, les événements sont importants et qu'il faille agir, alors ça, on est d'accord à ce niveau-là. On a toujours été également en accord sur le fait qu'il fallait être toujours en mode réactif injonction. Et il y a eu une divergence en cours de route avec le cabinet Guy Bertrand. On a le cabinet de Rocco Galati à Toronto, qui lui est en mode, qui est sur les deux modes, le mode de pourvoi en justice et le mode injonction. Mais au Québec, avec Maître Guy Bertrand, ce volet-là était comme un peu écarté. Ça a créé des divergences au niveau des deux points. Bon, maintenant, allez voir la vidéo de Rocco Galati. C'est la prise de position, du moins, une prise de position qui, depuis le départ, me convient, et je crois qu'elle convient beaucoup également à Jean-Jacques, peut-être moins au niveau du pourvoi, mais au niveau des injonctions, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, maintenant, au niveau de la gestion interne, deux choses. La façon dont les conseils d'administration étaient rodés a déplu à la fois à Jean-Jacques et me déplaisait également, bien sûr, puisque j'ai quand même 23 ans d'expérience en affaires, je suis CPA, et donc il y avait
disons, pour certaines personnes, un certain nombre d'expériences qui ont fait que, bon, il y a eu des cafouillages. Maintenant, on tourne la page. Il y a eu des allégations. Alors, pour ces allégations-là, au lieu de répondre sur les réseaux Facebook aux allégations, il y a un comptable externe qui a fait une vérification diligente, ainsi qu'un avocat externe qui a fait la vérification diligente. Et il va y avoir édition de compte publique qui va être rendue publique au plus tard vendredi 13h. Donc, tout va être là. Et à partir de ça, on va pouvoir tourner la page et ça va être fait de façon objective et professionnelle. Et c'est ce que vous attendez de nous, hein? Donc des gens posés et professionnels. C'est ce qu'on doit être. Maintenant, on est prêt à parler de ce qui se passe présentement parce que là, les gens sont dans l'inquiétude, n'est-ce pas, Jean-Jacques, au niveau des... Tout à fait. J'ai décidé de continuer à travailler en collaboration avec la Fondation, mais en gardant mon indépendance. Donc, je ne reviendrai pas au sein de la Fondation. Je garderai donc le pôle de coordination des équipes scientifiques. Et je suis très soulagé aussi de constater que nos nouveaux avocats, enfin les nouveaux avocats de la Fondation, puisque ce ne sont pas mes avocats, nous autorisent finalement à tenir des propos de désobéissance civile non violente. C'est-à-dire que, contrairement à ce que Maître Bertrand nous avait fait croire, ce n'est pas illégal, même si nous sommes dans des actions juridiques, d'appeler la population à la défense civile non violente. Je viens d'interviewer aujourd'hui, mardi 14 juillet, une avocate française qui, à plusieurs reprises, disait à un moment donné, le droit ne suffit plus et là, il faut que le peuple descende dans la rue pour faire respecter ses droits et ses libertés fondamentaux. Donc, je pense que effectivement, avec ces différentes conditions et avec le fait que nous avons maintenant une nouvelle stratégie juridique qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus ciblée sur les urgences actuelles au Québec et au Canada, mais on va commencer par le Québec évidemment, eh bien, c'est à ces conditions-là que j'ai accepté de collaborer, mais en restant à l'extérieur de la Fondation. Comme un sous-traitant qui, voilà, qui vient en fait au renfort des groupes d'avocats et de spécialistes qui sont mis en place.